I won more premierships alone. To be honest, we get fed up with it. Your job is to tell the truth, right? That's your job. Inspiration for Arsenal from Thierry Henry. I look at you, not because you give information, I don't know if it's you. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de God Save the Foot. On continue ou on reprend ou on commence, ça dépend dans quelle heure vous prenez les podcasts, notre tour d'Europe sur les adversaires des clubs anglais en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Et aujourd'hui nous allons parler de ce délicieux Borussia Mönchengladbach Manchester City qui s'annonce avec notre invité du jour, Johan de Ultimo Diez. Salut Johan. Salut. Tu vas bien? Ouais, tout va bien. Encore une affiche alléchante, donc ça va. C'est ça, et on aura la chance cette fois de pouvoir voir le match, puisque le couvre-feu nous obligera d'être à la maison dès 18h. Et bah très bien, on va pouvoir commencer en parlant un peu de ce Borussia Mönchengladbach, parce que je pense que tu n'es pas sans savoir que pour un Anglais, quand on parle de ce club, on pense tout de suite à cette finale de Ligue des Champions de 77 et qui a vu le premier sacre de Liverpool, le premier des 6 en Ligue des Champions. Et Ouais. est-ce que tu pourrais un peu nous parler un peu de ce match ou de cette période un peu légendaire de ce club? Ouais, en fait, les années 70 pour Gladbach, c'est vraiment les années qui ont été charnières pour le club et qui ont fait le club, qui ont fait sa réputation. Et ça a commencé avec en 69-70 avec un titre de champion d'Allemagne. Et puis après, sur toute la décennie, ils en ont enchaîné 4 autres. Ils ont enchaîné aussi des deuxièmes places, donc c'était un va-et-vient avec les titres avec le Bayern. Et ça crée une grosse rivalité entre les deux clubs. Et donc ça a culminé notamment avec cette finale européenne face à Liverpool en 77, Rome, perdu 3-1 par Gladbach, mais ça prouvait que cette équipe était quand même dominante déjà sur le territoire national et aussi capable de faire des résultats en Europe à ce moment-là. Et c'est cette époque dont on se souvient encore maintenant pour Gladbach. Oui, et surtout que on a surtout un nom qui revient quand on pense à cette période, enfin du moins pour les gens d'aujourd'hui, parce que voilà, je pense que tout le monde aurait deviné qu'on l'a pas vécu cette période. C'est Jupp Heynckes, Voilà, champion qui du était, monde, attaquant c'est ça. titulaire à Gladbach. C'est ça, et déjà champion du monde en 74 et qui mène cette équipe du Borussia Mönchengladbach en finale de Ligue des Champions. Et on parle souvent de ce match comme d'un duel à distance entre lui et Kevin Keegan. Et malheureusement pour le Borussia et heureusement pour Liverpool, c'est l'attaquant de Liverpool qui a remporté ce duel. Et on en parlait aussi d'ailleurs hors podcast, mais on se remémorait aussi de ce joueur qui était le latéral droit du Borussia, Bertie Vogt. Désolé pour la prononciation. Qui est aussi un champion du monde de 74 et qui montre que le Borussia de cette époque c'est vraiment que beaucoup de grands joueurs. T'avais aussi notamment Uli Stielike qui est aussi passé par le Real Madrid Oui. après cette période des années 70 à Gladbach. Voilà, donc c'était vraiment à l'époque, pour résumer aux auditeurs, c'était vraiment deux mastodontes de l'échiquier européen. C'était vraiment deux grosses équipes qui s'affrontaient. Et, je pense, voilà, comme je dis, on l'a pas vécu, mais je pense que c'était le match qu'il fallait voir cette saison-là, du moins en Europe. Sûrement. Enfin bref, on va pouvoir du coup continuer un peu sur ce club justement. Et on a eu l'impression justement après ces années 70 que ce club est devenu un géant endormi. Malgré cette coupe d'Allemagne de 95 qui a été remportée et qui est d'ailleurs le seul trophée majeur depuis, puisque le club a connu une descente ou plusieurs, ça je sais pas, mais enfin Ouais. du coup en division inférieure. Et il est revenu, du coup on en parlait aussi, en 2008, c'est ça? En 2008, ils gagnent la deuxième division allemande et reviennent
en première division. Et ensuite, ils ont plutôt voilà, stagné dans le ventre mou du championnat, si je ne me trompe pas. Ils ont direct après, ils ont peiné à se maintenir. C'était notamment l'époque où Lucien Favre arrivait, et puis tu avais encore Marco Reus qui venait de Dortmund à Gladbach et qui les avait sauvés. Oui. Et donc après, avec l'arrivée de Favre, le temps qu'il s'installe, ils ont réussi à petit, assez rapidement même monter les échelons dans le championnat allemand, et puis concurrencer le haut du classement pour une place européenne. Oui. Et depuis 2019, on a un nouvel entraîneur, Marco Rose. Est-ce que tu peux un peu nous parler de son travail, de ce qu'il a apporté au Borussia, des tactiques qu'il a mis en place, des joueurs qu'il a apportés, qu'il a révélés, un peu tout ça? Alors, Marco Rose, c'est déjà, il vient du Red Bull Salzbourg. Donc son parcours d'entraîneur, il est marqué par ce style très formaté de l'équipe Red Bull, qui veut un jeu très direct, très rapide. Et ça, il l'illustre très bien parce qu'il a aussi eu la chance de jouer sous Jürgen Klopp à Mayence. Il a terminé sa carrière de footballeur avec Jürgen Klopp comme coach, ce qui est pas mal. Ah oui. Ce qui lui a permis aussi d'un petit peu d'avoir un premier modèle pour sa future carrière d'entraîneur. Et il a donc eu de la réussite ensuite à Salzbourg. Il est arrivé en 2019 à Gladbach dans un effectif qui commençait un petit peu à fatiguer avec les certaines places au classement qui étaient peut-être assez moyennes vers le milieu du tableau. Mais on sentait que le potentiel dans cet effectif était là, que certains bons joueurs commençaient à arriver. Et lui, il a pu donc récupérer un effectif qui n'avait pas trop d'attente à ce moment-là, et instaurer sa patte petit à petit en recrutant notamment, tout le monde le sait, je pense, les auditeurs francophones, Marcus Thuram. Il y avait aussi Alassane Plea, évidemment. Il a récupéré d'autres bons joueurs qui étaient déjà là, comme Jonas Hoffmann ou Matthias Ginter, qui venaient tous les deux de Dortmund. Il a participé à leur amélioration. Il a également il a grandement développé Florian Neuhaus, qui aujourd'hui est un nouveau sélectionné allemand et qui est une véritable pépite convoitée par toute l'Europe entière. Et donc voilà, il a installé un style de jeu très direct à Gladbach, très, très vertical, et assez courageux dans le style, dans le sens où on voit souvent prendre des risques, et qui payent souvent d'ailleurs face à des grosses équipes. Et c'est tout le style de Marco Rose. Et ensuite, on peut parler, oui, de sa première saison. Sur les résultats, oui. Ils finissent 4e, donc c'est pour ça qu'ils se qualifient pour cette édition de la Ligue des Champions. Ils ont même été leaders du championnat d'Allemagne pendant une assez bonne partie de la saison l'année dernière, vers la mi-saison à peu près. Et puis après, ils ont jamais vraiment été très loin de la première place, malgré le fait de s'être fait dépasser à un moment. Par contre, en Europa League, ils ont chuté rapidement dans la phase de poule. Enfin, dans une poule assez abordable quand même, avec la Roma, Başakşehir et Wolfsberger, le club autrichien. Et en Coupe d'Allemagne, ils se sont fait sortir au deuxième tour par Dortmund. Donc en soi, ça reste un parcours honorable. Bilan, peut-être, ouais. Voilà, un bilan assez mitigé si on regarde les trois compétitions ensemble, mais cette 4e place dans le championnat allemand était vraiment cruciale pour ce club, et ça les a vraiment lancés. Ça a vraiment lancé leur projet pour la suite. Donc ça reste du positif. Oui, et d'ailleurs, je me souviens, désolé, je t'ai coupé la parole, mais la saison dernière de Bundesliga, t'avais le Bayern qui était devant, et derrière, t'avais l'impression que c'était une Ford empoigne de la 2e place jusqu'à la 10e place. Et ouais, c'est ça. Du coup, comment le Borussia a réussi à s'en sortir?
la saison 2019-2020, tu veux dire la Oui, saison c'est ça. dernière? Ou la saison d'avant encore? Non, la saison dernière. Ok. Donc, ils sont sortis avec... je dirais que c'était assez disputé à un moment de la saison, oui, jusqu'au 10e place, sauf que certains clubs comme Wolfsburg, par exemple, ont lâché assez vite Oui. la course, à la Ligue des Champions notamment. Et donc c'était une véritable... À part le Bayern, tu avais une course à 4 entre Leipzig, Leverkusen, Gladbach et Dortmund. Tu avais une course à 4 en fait pour les 3 places qui restaient pour la Ligue des Champions. Et Dortmund Dortmund et Leipzig avaient quand même l'avantage d'avoir un meilleur effectif et d'être plus préparés à cette course-là. Et on s'est retrouvé avec une bataille entre Gladbach et Leverkusen où ça s'est joué au final à 2 points pour la qualification en Ligue des Champions. Oui, donc c'était vraiment le championnat à suivre la saison dernière au niveau du suspense. Et du coup, cette saison, comment se comporte l'équipe? Est-ce qu'elle arrive un peu à gérer la crise du coronavirus? Est-ce qu'elle a l'effectif pour pouvoir faire tourner, gérer l'enchaînement des matchs? Aussi, voilà, gérer justement ce qui est normalement une trêve en Allemagne de 2 mois. Ouais. Comment ils arrivent un peu à gérer cette saison? Alors déjà, l'été dernier, ils n'ont pas été super actifs sur le marché des transferts, puisqu'ils ont, comme départ, ils ont notable, ils ont seulement enregistré les départs de Raphaël et Fabian Johnson, qui étaient tous les deux assez vieillissants, qui avaient un rôle dans cette équipe il y a 3, 4, 5 ans, mais qui devenaient de plus en plus des éléments de rotation, voire des troisièmes doublures. Et donc ils sont séparés d'eux, ils sont séparés aussi de leur doublure en milieu défensif Strobel. Et ils ont enregistré seulement 2 arrivées qu'on peut noter qui ont un effet sur la saison. C'est Hannes Wolf de Leipzig justement, qui est arrivé 1 an plus tôt à Leipzig, de Salzbourg, et qui avait connu une grave blessure directe en arrivant à Leipzig. Et donc Marco Rose, du coup, qui le connaissait très bien de Salzbourg, l'a récupéré. Et il a aussi récupéré Valentino Lazzaro, qui sortait d'un passage très compliqué à la fois à l'Inter, puis prêté à Newcastle, et qui apporte déjà beaucoup à cette équipe de Gladbach cette saison. Donc ça n'a pas été non plus révolutionnaire, c'était dans la continuité des 2 saisons qui précédaient ça. Et malgré ça, on peut dire que cette saison actuelle, elle est assez difficile pour eux, dans le sens où l'enchaînement des matchs est compliqué pour un effectif encore assez inexpérimenté, et surtout qui connaît quelques problèmes avec des blessures, que ce soit Stindl en début de saison ou des suspensions comme celle de Marcus Thuram récemment. Oui. Et donc on se retrouve avec une 7e place pour l'instant en Bundesliga, qui est loin d'être catastrophique puisqu'ils sont qu'à 4 points du 3e et 4e, donc Leverkusen et Dortmund. Mais si on regarde les résultats, on peut voir vraiment que cette équipe est assez irrégulière cette saison. On voit surtout qu'à la première journée, ils ont perdu 3-0 contre Dortmund, qu'ils ont fait un nul contre Wolfsburg, qui est une grosse équipe cette saison, qu'ils ont gagné contre Leipzig par contre, puis qu'ils ont perdu face à Leverkusen dans un match assez rocambolesque, ils ont perdu 4-3 il me semble. Et après, par contre, le gros point positif, c'est qu'ils ont encore une fois battu le Bayern cette saison. C'est vraiment l'équipe qui est spécialisée dans la chasse au Bayern. Ils les ont battus 3-2 en étant menés 2-0. C'était un match de folie. Et après, on peut parler peut-être de la Ligue des Champions. Oui, absolument, parce que si je me souviens bien, c'était un groupe assez relevé par rapport à cette équipe. Ouais, ils sont tombés dans le groupe de la mort avec le Real, l'Inter et le Shakhtar. Et en plus, ils commencent direct avec le Real et l'Inter, ou l'Inter et le Real. Inter et Real. Et ils commencent direct avec ces deux-là, et ils commencent par 2 matchs nuls, à chaque fois 2 partout, où dans les 2 matchs, ils doivent normalement le gagner quand on voit la physionomie du match. Et au final, ça se fait pas, ils sont égalisés, ils craquent en fin de match, voilà. Et on se dit à ce moment-là que
c'est dommage parce que on sent que c'est une bonne équipe, que ça joue bien, mais qu'ils ont peut-être laissé passer une chance à cause du manque d'expérience peut-être ou du manque de réussite. Et après, heureusement pour eux, il y a eu la double confrontation face au Shakhtar, où il leur met d'abord 6-0 là-bas, puis 4-0 à domicile. Et entre-temps, tu avais le Real et l'Inter qui enchaînaient tous les deux les contre-performances européennes. Donc à ce moment-là, ils étaient plutôt très bien partis. Et finalement, ils doivent donc rejouer contre l'Inter puis le Real. Et là, ils se font de nouveau peur jusqu'à la fin en perdant ces deux matchs-là. Ils se retrouvent donc qualifiés quand même parce que le Real a devancé l'Inter et a terminé premier de ce groupe. Oui, et d'ailleurs, oui, ils sont qualifiés, ils sont à égalité de points avec le Shakhtar, donc à 8 points. Voilà. Et ils mais passent. avec la différence particulière, ils passent. C'est ça. Ouais, différence particulière, pardon. Donc oui, bon, on peut dire quand même que c'est loin d'être un miraculé quand même, mais ça reste. Non, c'est sur le jeu proposé tout au long de la phase de poules, on peut quand même dire que la qualification est méritée. Oui. Parce qu'ils ont vraiment montré de grosses performances, surtout sur les 4 premiers matchs. Et après, on a senti peut-être une fatigue due à l'enchaînement des matchs entre la Bundesliga et la Ligue des Champions. Oui, mais du coup, ouais, tu penses que justement ce manque de profondeur dans l'effectif peut justement leur faire du mal et peut-être les faire déjouer face à un City qui va venir avec toutes ses armes, ou presque. Oui, ça c'est sûr parce que Gladbach a quand même des joueurs clés par ligne. Et si ces joueurs clés venaient à être absents lors de matchs importants ou sur un enchaînement de matchs, ça pourrait leur causer des problèmes. On sait que si Matthias Ginter en défense n'est pas là, ce serait compliqué. Si Florian Neuhaus au milieu de terrain, c'est lui vraiment leur créateur de jeu, celui par qui tout passe, s'il n'était pas là, ce serait aussi compliqué. Et puis après, là on le voit récemment avec l'absence de Marcus Thuram en championnat. Offensivement, c'est un peu plus compliqué. Heureusement pour eux, ils ont un Lars Stindl, le capitaine, et le véritable leader de cette équipe qui est revenu de sa blessure en feu. En fait, il cartonne absolument. Et il a même fini d'ailleurs joueur du mois de décembre en Bundesliga. Ok, donc ouais, donc cet effectif cette effectif limité pourrait causer problème à. Voilà, tu sens qu'ils peuvent encaisser une ou deux absences, mais plus c'est pas possible. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, avant de parler un peu du match avec City, justement, je voulais revenir un peu sur le recrutement. Justement, tu as parlé de deux joueurs de la Galaxy Red Bull qui sont arrivés cette saison. Est-ce qu'on peut dire justement que c'est une sorte de club Red Bull, écurie Red Bull, sans l'être véritablement, au niveau du jeu? Alors, au niveau du jeu, oui, forcément, parce qu'ils ont vraiment cette patte Marco Rose qui a vraiment été inspirée et formée par cette école Red Bull. Et puis lui, quelque part, il fait un peu comme tout entraîneur, en prenant ce qu'il connaît et les joueurs qu'il connaît et avec qui il a déjà travaillé, il sait que ça a fonctionné. C'est forcément plus facile pour lui de bâtir quelque chose quand on connaît déjà les compétences de chacun. Et je pense que ce modèle, de toute façon, Red Bull, il est quand même très présent aujourd'hui dans le football allemand en général, où beaucoup de clubs tentent de s'inspirer de ça, alors qu'ils l'avouent ou non, ça c'est un autre débat. Mais c'est vraiment ce modèle-là qui domine en ce moment. Et Gladbach en fait peut-être pas exception. Oui, et d'ailleurs là je viens de vérifier aussi, il y a eu un nouveau transfert au début du mois de janvier, au début du mercato hivernal, avec l'arrivée d'un Américain, du coup un jeune Américain de 18 ans, exact, Joseph Scally, qui vient du New York City, qui fait aussi partie de la Galaxy Red Bull. Donc voilà, je pense on pourrait les considérer ainsi, enfin dans le sens où ils sont de manière informelle. Oui, après ils ont toujours été très actifs sur le marché à la fois autrichien et suisse. Et on le ressent dans leur effectif. Quand on regarde la nationalité des joueurs, ils ont beaucoup de joueurs de ces pays-là.
et ça leur a plutôt réussi, donc pourquoi pas continuer. Bon, bah, très bien. On va pouvoir justement entrevoir ce match face à City qui s'annonce sûrement très intéressant, peut-être un des matchs les plus intéressants. J'ai l'impression que je dis ça à chaque match de Ligue des Champions. Je suis vraiment d'accord avec toi. Oui. Bon, après, j'ai un intérêt particulier au foot allemand, mais Oui. je compte vraiment pas le louper ce match-là. Oui, c'est ça. Moi aussi, parce que tu sens que ils peuvent causer des problèmes à City, parce que c'est... Bon, on dit ça à chaque fois aussi, quand City joue à un club allemand. On se C'est souvient, vrai. par exemple, quand City joue contre Schalke, ça... Ils ont eu des problèmes au match aller, mais par contre, le match retour, c'était. On préfère ne plus en parler. Oui, voilà. Mais je veux dire, ouais, enfin, déjà à l'époque, on disait, oui, Schalke va causer des problèmes parce que c'est le jeu que Schalke... Enfin, c'est les genres d'équipes contre lesquelles Schalke adore jouer. Au final, oui, Ouais. voilà, il y a le match retour 7-0, désolé de te le rappeler, qui était assez difficile pour les Allemands, mais par contre, voilà, c'est ça, le match aller à Gelsenkirchen était assez disputé, et d'ailleurs, c'était un très très beau match. Et est-ce que tu penses, justement, voilà, quand on pense à ce match, est-ce que tu penses que Mönchengladbach peut causer des véritables problèmes à cette équipe de Guardiola? Pour moi, totalement. De toute façon, bon, c'est un peu difficile de dire ça, de prévoir ça à l'avance et Oui. de prédire ce qui va se passer. Mais pour moi, Gladbach, c'est typiquement le genre d'équipe qui peut faire très mal à City. Et on peut même s'appuyer sur certaines preuves, comme le match qui sortent face au Bayern à chaque fois, qu'ils ont sorti récemment aussi face au Bayern, puisqu'on pourrait quand même éventuellement rapprocher le style du Bayern et de City, même si forcément Guardiola, c'est quelqu'un qui est à part et qui ne peut pas être comparé à quelqu'un d'autre. Ça reste quand même des équipes assez dominantes, qui jouent de manière assez ambitieuse et haute sur le terrain. Et donc on peut s'appuyer sur la performance qu'ils ont sortie face au Bayern, qui était vraiment très très convaincante, et ils sont convaincants à chaque fois face au Bayern. Et donc je pense que c'est encourageant pour un match face à un Manchester City qui va aussi essayer de s'appuyer sur ses forces offensives et qui va simplement essayer de marquer plus que Gladbach et peut-être pas non plus de défendre ses buts comme ils le peuvent. Oui. Et j'allais dire, oui, je pensais aussi c'est pas la première fois que ces deux clubs se rencontrent Ouais. récemment, on va dire, dans l'histoire récente. Oui, ils sont aussi rencontrés en phase de poule. En phase de poule, Récemment. c'est ça. D'ailleurs, 2 saisons d'affilée, en 2015-2016 et en 2016-2017. Voilà. Et aussi, ils se sont rencontrés aussi dans les années 70, donc lors de la saison 78-79. Et c'était le Borussia qui était passé, justement. Donc il y a eu 1-1 à Main Road à City, pardon. Et retour, il y avait 3-1 pour les Allemands. Donc comme quoi, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. Et le Borussia, voilà, peut espérer s'inspirer de ces légendes pour passer face à un City, même si les forces en présence ne sont pas du tout les mêmes. Je veux dire, Bien sûr. on va dire, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, ce serait une belle avancée justement de passer ce City que le Borussia n'a pas gagné depuis. Surtout que voilà, donc là on parlait des dernières doubles confrontations. Donc il y a eu 3 victoires pour City et 1 nul. Donc voilà, ce serait quand même une belle avancée, je trouve, pour le club de montrer, voilà, que tu gagnes face à un club qui, je vais pas dire qui t'a dominé pendant 4 matchs, mais qui est Ça reste qui est devant. ronflant Oui, c'est ça, en plus. européen déjà. Et en plus, quelqu'un qui t'a fait souffrir sur le plan européen cette C'est ça. dernière saison. Voilà, donc ce serait vraiment une belle avancée. Et surtout, en plus, revenir, jouer face à un entraîneur que certains joueurs ont forcément connu quand il était entraîneur au Bayern. Ça peut rappeler des bons souvenirs. Oui, Ouais. ils ont tout à fait. Ils ont déjà. Je pense à Stindl, je pense à Matthias Ginter, même si lui, il a aussi connu Guardiola quand il était à Dortmund.
et qu'il a joué contre lui. Voilà, c'est des joueurs qui ont un historique indirect avec Guardiola peut-être, et qui auront à cœur en tout cas de continuer de continuer à l'embêter comme ils l'ont fait les saisons où il était en Allemagne. Oui, absolument. Et on va parler un peu plus du match, des joueurs qui seront présents. Tout d'abord, ce qui s'est passé à City cette saison en attaque déjà, c'est que on a eu un Kun Agüero qui est constamment blessé. Quand il est sur le retour, voilà, on a du mal à le retrouver. Apprécie beaucoup sa vie de streamer Twitch. Également. Voilà, mais malheureusement, il n'arrive pas à retrouver ses sensations. Et désormais, c'est Kevin De Bruyne qui a repris un peu ce poste d'attaquant parce que tu as un Gabriel Jesus qui n'arrive pas à mettre les actions au fond quand il est pas hors jeu. Et De Bruyne, en fait, ce qui est devenu intéressant avec lui, c'est que c'est devenu une sorte de 9,5. Il me fait penser à ce joueur hongrois des années 50, qui me revient pas, mais en gros, c'est un peu le même esprit. C'est un joueur qui va constamment bouger, qui va constamment chercher soit l'espace, soit il va offrir un espace pour la passe. Et ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'à son âge, il arrive encore à courir autant et à se dépenser autant sur un terrain, alors que d'habitude on a l'habitude de voir un offensif descendre petit à petit. Ouais. Et je me demande comment comment le Borussia pourrait gérer un joueur qui va constamment voguer entre les défenseurs. De toute façon, De Bruyne c'est quand même un joueur assez exceptionnel et qui, oui, pour moi c'est presque le joueur parfait en fait, dans le sens où il t'apporte tellement de mouvements dans une équipe, que ce soit avec ballon ou sans ballon, et aussi il a une telle intelligence de jeu en fait que c'est quand même assez compliqué de bloquer ce genre de joueur. Mais ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là pour Gladbach, c'est plutôt d'empêcher le ballon de venir à lui, tout simplement, je pense. Oui. Et je pense que c'est le plan qu'ils vont essayer d'adopter. C'est de le priver de ballon en allant le chercher déjà à la source, dans les pieds des défenseurs, dans les pieds des relanceurs. Oui. Et je pense que c'est avec cette philosophie-là que Gladbach va entamer le match. Ouais, mais malheureusement, il va falloir chercher le ballon dans les pieds de Gundogan, qui est sur une forme stratosphérique. Enfin, on espère pour nous du moins qu'il continue sa forme, mais pour l'instant, ouais, il est impossible à prendre. Et d'ailleurs, il y a un parallèle peut-être assez intéressant à faire entre Gundogan d'un côté, oui, et probablement son remplaçant en équipe d'Allemagne, celui qui va succéder à Gundogan, c'est Florian Neuhaus. Donc on pourrait voir aussi la confrontation des deux au milieu de terrain et voir qui pourrait prendre le dessus potentiellement. Oui, parce que tu peux m'en parler un peu de ce Florian Neuhaus. Est-ce que c'est à peu près le même style de jeu, le style de jeu? Alors oui, c'est un joueur assez complet. Il fait partie de ce moule de joueurs allemands assez longiligne, mais fin en même temps, que ce soit fin physiquement ou même techniquement. Et il fait partie, il a une grosse palette technique. C'est un grand, comment on peut dire, il exploite bien les espaces, les demi-espaces notamment. Et sous Marco Rose, il a beaucoup progressé. Aujourd'hui, c'est le leader technique de cette équipe. C'est par lui que tous les ballons passent. C'est par lui que les actions se créent. Et pour moi, c'est également lui le futur de la sélection allemande. Et c'est par lui qu'en tout cas le projet doit se construire. Très bien. Et tu penses que Marcus Thuram sera de retour pour jouer ce match? Bon, côté City quand même, il y a 3 défenseurs centraux qui sont blessés, mais en fait, t'as l'impression que c'est ces trois défenseurs qui sont blessés en ce moment du coup, mais qui sont moins importants cette saison, et notamment Aymeric Laporte, qui est un petit peu en dessous par rapport aux autres, parce que t'as un John Stones qui est
revenu, ou tout simplement qui a enfin atteint son niveau de jeu espéré, et un Ruben Dias qui vient d'arriver et qui dépote enfin enfin en fait on voit vraiment un vrai binôme en défense centrale à City qui est à la fois complémentaire et et efficace. Et tu penses que un Marcus Thuram ou Alassane Plea pourrait s'en sortir face à eux? Je pense, oui, parce que au-delà des individualités de Gladbach offensivement, c'est surtout le système qui les rend si performants, et que ce soit Thuram, Plea ou même Embolo, ils ont souvent la réussite face à ces équipes qui aiment plutôt avoir le ballon et qui vont défendre peut-être un peu plus haut. Et donc contre City, ça peut être dangereux. Maintenant, il faudra voir dans quel système ils vont évoluer. En ce moment, c'est plutôt un 4-4-2, voire un 4-2-3-1, suivant les disponibilités. Mais on a déjà vu, par exemple, une formation un petit peu inédite de Marco Rose avec 3 attaquants centraux, même mettre les 3 Embolo, Plea et Thuram, tous les 3 titulaires. Donc en tout cas, ce sera intéressant sur ce point de vue-là. C'est vrai. Même si je pense que là, il pourra pas, il va certainement utiliser le même schéma qu'il a utilisé face au Bayern, le 4-4-2, avec Stindl en soutien de l'attaquant, et peut-être un Thuram ou un Embolo sur un côté. Oui, enfin, il faut aussi préciser pour les personnes qui nous écoutent qu'en Allemagne, un attaquant est obligé de presser et de défendre. Donc, on va dire. Ah oui, voilà. Sinon il voit pas le terrain, l'attaquant. Oui, et du coup, tu parlais du 4-4-2. Ouais. Du coup, c'est à plat ou c'est en losange? Alors au début de l'ère Marco Rose, c'était souvent en losange. Mais là, dernièrement, c'est à plat, avec un autre joueur, notamment qu'on n'a pas mentionné, Jonas Hoffmann, sur un côté, qui est vraiment très très bon cette saison, qui marque beaucoup de buts importants. Et tu as donc deux milieux centraux, dont Florian Neuhaus, et généralement accompagné de Christoph Kramer, le champion du monde allemand. Celui qui avait eu cet incident en finale face à l'Argentine, où il était sorti après une commotion cérébrale. Ah oui. Et donc voilà, c'est dernièrement un 4-4-2 à plat, avec Lars Stindl dans les deux de devant, mais assez libre. Et enfin, là, tu m'as fait penser à un truc, mais est-ce que c'est aussi possible que... En fait, on voit souvent des équipes justement défendre en 4-4-2 à plat, et avec le numéro 10 qui vient monter au niveau de l'attaquant pour pouvoir presser ensemble, en zone. Est-ce que tu penses que le Borussia va adopter une sorte de 4-4-2, 4-2-3-1 en fait, en fonction des moments du match, de la possession du ballon? Ou ils peuvent faire ça? Je pense que c'est tout à fait envisageable, parce que c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment. Oui. D'avoir un 4-4-2, surtout en phase sans ballon, parce que c'est ce qui te permet d'avoir le plus de répondre au plus grand nombre de problèmes que l'adversaire peut te poser, en fait, en termes de ligne de passe et de stratégie, tout simplement. Donc sans ballon, en tout cas, je pense que voilà, il n'y aura pas trop à réfléchir, ce sera ça. Après, avec ballon, voilà, il y a Stindl qui peut redescendre, ça fait un 4-2-3-1. Il y a Jonas Hoffmann qui prend souvent l'espace dans le dos de la défense, qui part dans le dos du latéral pour repiquer dans l'axe, alors que tu as Stindl qui redescend. Donc tout ça, c'est très modulable. Des fois, on retrouve même un 4-3-3, avec Stindl qui descend dans le milieu de terrain, donc, et les deux ailiers qui montent d'un cran. Donc c'est très difficile toujours de donner un nom à une formation avec ballon d'une équipe, et surtout pour une équipe très hybride comme Leipzig et comme Gladbach ici. Oui. Donc voilà. Oui, c'est vrai que et même de toute façon, comme
Je le dis à chaque fois, mais on fait pas de l'art divinatoire. Hein. C'est simplement que on essaye d'imaginer comment pourrait se passer le match et comment. Bien sûr. Voilà. Parce qu'on connaît quand même ces équipes-là. Oui, du côté de City, je pense qu'il n'y aura pas de surprise. Ça va être un 4-3-3. Enfin. Et, mais par contre, moi j'avais une question et ensuite on pourra conclure dessus. Est-ce que le Borussia arrive à gérer les contre-attaques? Parce que récemment, on a vu un City qui marque plus tôt et qui est plutôt efficace, pardon, en contre-attaque, plutôt qu'en phase de possession du ballon. Parce qu'on a vu beaucoup de des Mahrez, des Sterling en fait, ou même des Foden, Foden qui est incroyable en ce moment, remonter rapidement le ballon et s'offrir des buts sur des contre-attaques. Et est-ce que tu penses que le Borussia pourrait aussi se faire prendre comme ça, où ils ont les capacités de s'en sortir? Ça pourrait leur faire défaut, comme tu le dis, les contre-attaques. Parce que dans leur charnière centrale, c'est quand même. Enfin, Matthias Ginter, c'est quand même pas super rapide. Et il n'a pas toujours une grande capacité à défendre les espaces. Il aime justement plutôt défendre sa zone et faire le marquage, en fait. Oui. Et sur les côtés, en tant que latéraux, tu as que ce soit à gauche, que ce soit Rami Ben Sebaini ou Oscar Wendt, ce sont quand même des latéraux qui avalent les espaces devant et qui souvent se laissent peut-être un peu exposer derrière. Très bien. Et donc ça peut être un point faible, sachant que Gladbach a souvent plus réussi face à des équipes qui jouent un jeu plutôt posé, placé et un jeu de position plutôt que des équipes regroupées qui vont sévir en contre. Très bien, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce match qui s'annonce vraiment très, très, très passionnant et intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Gladbach pour ce club d'aujourd'hui en fait? Est-ce qu'on peut espérer qu'il s'installe dans le top 4? Je ne sais pas si on dit ça en Bundesliga, mais on le dit beaucoup. Très bien, donc est-ce qu'ils peuvent s'installer dans le top 4? Espérer mieux, ça veut dire être champion, ramener un trophée, le premier depuis plus de 20 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour ce club? Alors, c'est difficile de donner un objectif précis parce que ce club-là ne vise pas réellement de trophée particulier, ça serait trop ambitieux pour eux. Mais ce genre de club a absolument besoin de la qualification en Ligue des Champions en fin de saison. Que ce soit Gladbach, que ce soit Leverkusen, ce sont des clubs qui ont besoin de ce top 4 et qui se contenteraient en tout cas d'une régularité à ce niveau-là chaque année. Après, est-ce qu'ils peuvent viser plus haut? Non, je pense pas, parce que l'effectif est quand même encore pas étoffé. Ils l'ont pas encore, ils l'ont pas encore assez étoffé. Est-ce que ça arrivera un jour où il faudra pour ça, remplir l'objectif des qualifications en Ligue des Champions régulières et d'espérer à chaque fois en Ligue des Champions faire des coups comme par exemple face à City ou espérer au moins viser un quart régulier de temps en temps. Voilà, après il y a toujours la Coupe d'Allemagne. Comme je le répète, cette année le Bayern s'est fait éliminer, donc ça reste ouvert pour tout le monde. Ils ont un huitième de finale à disputer face à Stuttgart, qui est aussi une bonne équipe. Donc on verra bien pour eux, mais ça va être très disputé. Et de toute façon, là, pour l'instant, ils sont 7e. Je pense qu'ils vont quand même se rapprocher du top 4. Et on verra par la suite. Si c'est le cas, je pense qu'ils continueront à étoffer leur effectif. Très bien. Et la dernière question avant de te libérer. Marco Rose, tu le places à quelle position dans la hiérarchie des entraîneurs allemands ou même germanophones dans son ensemble? Alors pour moi, je le mettrais déjà en numéro 3. Avec Jürgen Klopp évidemment qui est le maître incontesté forcément vu ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et après, tu as Julian Nagelsmann en numéro 2, pour moi, parce qu'il montre quand même
au-delà des performances, que ce soit à Hoffenheim ou à Leipzig, il révolutionne un petit peu le football allemand quand même, Oui. Dans sa manière de voir les choses. Et après, Marco Rose n'est vraiment pas loin de Nagelsmann. Pour moi, il est dans la même catégorie que lui. C'est un entraîneur très ambitieux qui fait jouer ses équipes. Ses équipes sont toujours très belles à avoir joué. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qu'on peut suivre sur une carrière et qu'on peut facilement se dire, qu'il soit à Gladbach, qu'il soit ailleurs, je vais regarder cette équipe-là et je vais apprendre des choses et je vais tout simplement kiffer les matchs qu'ils nous proposent. Ah bah, très bien. Enfin, en tout cas, quand t'es derrière Nagelsmann, enfin Klopp et Nagelsmann, t'as pas à rougir, je pense. Ouais, voilà, t'es quand même bien placé, t'es bien Oui. entouré. Surtout, puis aussi avoir un budget moindre par rapport à un Liverpool et un Leipzig, c'est quand même pas mal de faire aussi bien. C'est sûr, c'est sûr. Avec forcément des joueurs moins expérimentés et moins cotés sur le marché. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ce qu'on appelle un indice de performance. C'est les résultats que tu as en fonction des moyens que tu as. Et je pense qu'il doit se positionner plutôt dans le haut du classement dans les entraîneurs actuels en Bundesliga. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a un peu tout dit sur ce match qui s'annonce vraiment excellent. Franchement, ouais, je le conseille à tout le monde, ceux qui hésiteraient, qui se diraient, bon, c'est qu'un match de City qui devrait passer, donc on attendra plus tard pour regarder, mais non, pour moi, c'est un vrai match disputé qui donnera beaucoup d'instructions et de leçons tactiques de la part des deux coachs, qui sont tous les deux excellents. Et voilà, moi, comme je l'ai dit, je louperai pour rien au monde. Bon, bah, merci beaucoup à toi, Johan. Et de rien, c'est avec plaisir. Donc voilà, on peut te retrouver encore et toujours chez Ultimo Diez et surtout au niveau de la Bundesliga. Ouais. Voilà, donc continuez comme ça, les gars. Je le dis à chaque fois de toute façon, mais vous êtes un modèle vraiment. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et merci à toi encore pour tout. Ah, mais merci à toi d'être venu surtout. Voilà, en tout cas, j'espère que voilà, ce podcast vous aura plu et à la prochaine pour d'autres.